Salut Pierre, Eh bien, salut à toi, Julien. je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode 9 de Et aller encore un coach aujourd'hui, un homme. Le deuxième, j'en ai pas beaucoup, je reçois beaucoup de femmes et donc je suis content d'avoir des hommes. Donc les hommes, si vous me regardez, venez. Et si vous êtes coach ou vous accompagnez, en tout cas vous cachez peut-être un peu derrière cette étiquette, mais comme on le voit dans ces épisodes, il y a plein de variantes, il y a plein de teintes à ce métier et on en a encore une nouvelle aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à venir, comme ça permet aussi de mieux faire comprendre et faire connaître aux personnes ce métier et qu'est-ce qu'il peut apporter. Moi je suis coach, plutôt en épanouissement de soi, je le dis en général, parce que j'ai une palette assez large, mais mon but moi c'est que vous soyez aussi épanoui que moi dans ma vie et que j'ai eu des clés pour en arriver jusque-là. Donc mon but c'est de vous les transmettre. Et aujourd'hui je reçois Pierre, et Pierre Le Buan, comment tu te définis toi par rapport à cette étiquette coach? Comment tu te présentes aux personnes que tu rencontres dans une soirée, par exemple, où le métier vient, et voilà, comment tu arrives, Pierre, et comment tu te présentes? Alors déjà, je dirais que je me vois plus comme un entrepreneur plutôt qu'un coach. Euh, et donc du coup, je dis que je fais du coaching dans mon métier d'entrepreneur. Et j'aime dire que voilà, j'accompagne hommes et femmes dans leur chemin de vivre une vie plus libre, plus vivante et plus alignée avec eux-mêmes. Et on me dit, mais du coup, c'est plutôt pro, plutôt perso. Et je réponds toujours qu'à mes yeux, c'est un peu la même chose, qu'il y a des gens qui viennent avec une problématique professionnelle. Et en fait, ce qui impacte leur problématique professionnelle, c'est du perso. Et des gens qui viennent avec une problématique personnelle, et c'est le pro qui influe le perso. Donc je fais pas trop la différence. Et donc du coup, je travaille avec des entrepreneurs, des dirigeants, des gens qui ont envie de lancer leur projet, tout comme avec des gens qui veulent travailler sur l'aspect psychologique de leur métier, leur anxiété, leur dépendance émotionnelle, leur confiance en eux, etc. quoi. Génial. Et t'as tout à fait raison, hein. Faut vraiment l'entendre, ça, le pro et le perso, c'est la même chose. Je mets pas tout de côté quand j'arrive dans mon entreprise ou quand je rentre à la maison. Il y a tout, on est en permanence, on est des êtres à multifacettes, Ouais. mais tout se mélange. Donc c'est plein de portes d'entrée sur notre être pour venir le transformer. Et le coaching est vraiment parfait pour ça. Et, tu t'éclates le plus avec des dirigeants, des entrepreneurs comme toi, ou des personnes qui viendraient mais qui ont un métier, mais qui viennent te voir pour plus un côté émotionnel et personnel? Euh, je dirais que je m'éclate le plus quand je me sens stimulé intellectuellement par les réflexions des personnes que j'accompagne. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent en début de coaching, on va dire 4-5 sessions, c'est relativement faible entre guillemets, parce que on arrive avec nos problématiques, on se fait accompagner pour une raison, et paradoxalement, du coup, après 4-5 séances, la plupart de mes clients finissent par vraiment me stimuler parce que leur chemin, la manière dont ils évoluent, dont ils grandissent, dont ils regardent leurs problématiques est hyper inspirante en fait. Ouais. Donc au début, les gens arrivent avec leur sac à dos quoi, et on déballe ça et rapidement ça devient hyper cool entre guillemets. C'est génial. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enrichissement pour le coach aussi, pour la personne qui accompagne, parce que en face de ça, on a des personnes qui nous nourrissent énormément, qui apportent beaucoup de choses et une autre vision de la vie qui vient, ah ouais, en fait, je viens de comprendre un autre truc depuis que tu me dis ça, donc c'est cool Ouais. aussi. On est vraiment en ping-pong, c'est pas que descendant, quoi. C'est cool que tu précises ça. On va creuser un peu plus après. Tu parles de 4-5 sessions, on va aller voir un peu comment tu fais ce que tu fais. Et moi, avant tout, alors juste une petite question avant d'ouvrir les cartes. Comment tu vois ce métier de coach, toi? Est-ce que les gens sont en face de toi et elle est encore un coach quand tu parles de ce que tu fais? Ou je sais pas, est-ce que tu le sens un peu dévalorisant, ce terme, ou dévalorisé par le nombre de pratiques? Ouais, je dirais que le coaching dans son essence existe, je dirais. Il y a deux grandes verticales. Il y a le coaching sportif qui existe depuis longtemps. On accompagne des équipes et qui est connu et reconnu depuis des années pour. Et il y a le coaching euh, tel que je le pratique moi, qui a été théorisé dans les années, on va dire 50-60, surtout aux États-Unis, qui arrivait en France vers les années 90, surtout avec Vincent Lennart, qui est considéré comme l'un des plus grands. Je connais Qui pas du avait... tout. C'est la première fois que j'entends ce nom, j'adore. Ouais, je t'inviterai à regarder. Il a théorisé beaucoup de choses sur le coaching en France. Et avec une philosophie, c'est qu'un coach ne donne pas de conseils, un coach ne peut pas faire partie de la même famille ou ne peut pas être un manager entre guillemets parce qu'il a besoin d'avoir une certaine neutralité et de la distance par rapport à les problématiques des personnes qui les accompagnent. Et un coach est avant tout là pour aider quelqu'un à se connecter à ses propres solutions, sans forcément partager son expérience, mais possiblement en challengeant les personnes. Je dirais que c'est un peu le type de coaching que je pratique.
Et j'ai fait une formation du coup pour avoir entre guillemets ce titre coach, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut faire une formation pour être coach, pour s'appeler coach. Moi, je dis souvent qu'une formation, c'est une excuse de moins pour se lancer. Oui. Mais néanmoins, c'est vrai que du coup, le terme coach est utilisé dans plein de domaines différents, sans forcément que les gens aient fait des formations. Donc c'est pour ça que j'essaye de me détacher en général de ce terme coach, parce qu'il veut plus dire grand-chose. Et je préfère partager ce que je fais et comment je le fais pour expliquer mon métier, entre guillemets. Tout à fait. C'est vrai que pour éviter les connotations des pensées ou de systèmes de croyances des uns des unes et des autres, bien autant se rencontrer ou autant aller voir une vidéo ou alors voir une vidéo comme celle-ci ou faire un appel où on échange et on voit clairement comment je peux t'accompagner ou t'aider et on enlève ce côté coach où j'ai pas besoin de me cacher derrière une étiquette. T'as carrément raison. Génial. J'irai plonger dans ce Vincent Lénart et puis je mettrai les liens aussi dans la description. Merci pour ces infos, c'est cool. Et puis c'est vrai que le côté formation, ça donne aussi des outils et des clés, donc ça peut être un passage. Moi je suis pas passé par là parce que c'est plus l'expérience qui m'a appris plein de choses. Et je me suis autorisé à me dire oui, je peux tout à fait accompagner des gens, mais tous les parcours sont ok en fait. Il y a aucun. Écoutez-vous quoi. Et à des moments effectivement, ça peut être des excuses. J'ai besoin de plein de formations alors qu'on est déjà hyper pertinent. Donc essayez de goûter là où c'est le plus juste. Pierre, tu veux un mot, une photo ou une question pour ouvrir le champ de ton passé un peu, pour aller y voir un petit peu plus clair. Un mot, une question ou une photo, je vais me faciliter la vie, on va prendre une question, je dirais. Ok, très bien. Donc mes chères cartes de Points of View sont très précises et je les aime beaucoup. Elles ouvrent beaucoup le champ aussi en coaching. Et pour les interviews, je les utilise tout le temps. La question, on va demander aux cartes si, et tu me diras ensuite si tu valides cette intention. Chères cartes, pouvez-nous nous proposer une question pour ouvrir le champ du passé de Pierre pour qu'il nous parle un peu plus de comment il en est arrivé à être coach, pour avoir un peu ses premiers pas. C'est ok ? Ouais, grave. Tu me dis stop quand tu veux, je passe mon doigt devant. Stop. Ok. Ah, intéressant. Qu'est-ce que tu évites, donc qu'est-ce que tu évitais avant, Pierre ? Ah, c'est profond, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que j'évitais Alors, je pense que j'ai passé la plupart de ma vie à éviter la vie, tout simplement. Pourquoi ? Parce que dès l'âge de mes 10-11 ans, j'ai découvert une volonté de me sortir de la réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se sortir de la réalité ? Dès mes 10-11 ans, je me réveillais la nuit pour aller jouer aux jeux vidéo, tu vois. J'ai très vite été assujetti aux addictions, je dirais. Donc, je suis tombé dans l'addiction au sucre. J'avais 12-13 ans, j'allais à Marché Plus, j'allais m'acheter 4 paquets de bonbons, je dînais pas le soir et je mangeais que ça. Puis je me réveillais la nuit pour aller jouer aux jeux vidéo. Tu sais, tout ce qui pouvait me faire sécréter de la dopamine en masse dans mon corps, j'allais le chercher, entre guillemets. Alors quand t'es jeune, entre guillemets, c'est pas très très grave. Quand j'ai fini mes études, quand j'ai passé mon bac et que je suis arrivé en études supérieures, il m'a fallu 3 mois pour me réorienter parce que je faisais que geeker, malheureusement, que jouer. Ensuite, j'ai fini par faire mes études et j'ai pris du plaisir dans mes études. Je me suis découvert un peu, je dirais. J'ai commencé à prendre confiance en moi jusqu'à ce que j'arrive en relation. Et là, j'ai eu l'évitement total de mes pensées qui me disaient ta nana va te quitter, tu vas souffrir. Si tu comprends et connais le phénomène de la peur de l'abandon, j'étais vraiment dans son paroxysme, quoi. Donc du coup, j'ai vécu les trois premiers mois de passion avec mon ex-copine, et ensuite je suis tombé dans l'addiction, mais fois 10 000, et c'est un moment qui était assez douloureux, mais très apprentissant dans ma vie, parce que j'ai perdu tous mes amis un par un, à l'époque en tout cas, parce que toutes les propositions de trucs à faire, je mettais toujours ma nana en priorité, et quand c'était pas ma nana, j'allais me perdre dans les jeux, quoi. Se perdre dans les jeux, c'est pas geeker 3-4 heures par jour, c'est je me suis retrouvé en stage à Londres, où je me suis fait virer de 2 stages d'affilée et jouer plus de 18 heures par jour, tu vois. Waouh. Ça a duré plusieurs mois. Et comment tu tenais 18 heures par jour? C'était... Tu mangeais un petit peu et tout, parce qu'il faut le tenir à fond, c'est beaucoup d'attention, beaucoup de... Je mangeais une pizza hawaïenne congelée par jour,
Ok. Et grosso modo, je me réveillais à 6h30, 7h, et je me couchais à 1h, 2h du mat, quoi. Et je faisais que ça, que ça, que ça, que ça. J'avais une vision parfaite à l'époque. Aujourd'hui, je dois porter des lunettes. Je n'en porte pas là parce que c'est surtout de loin, entre guillemets. Ok. Mais je me suis défoncé les yeux et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'avais 12-13 ans, je jouais déjà à ce même jeu que j'ai même pas envie de prononcer parce que J'allais te dire, mais peut-être que oui, t'as pas envie de le prononcer. Oui, très bien. je peux le dire, ça s'appelait Dofus, qui est un Ok. jeu relativement connu et surtout Ouais. connu pour être très addictif, je dirais. Ok. Et euh, et quand j'ai fait redoubler en 4e, je me suis juré qu'un jour je me prendrais 1 an pour faire que jouer, quoi, que jouer, 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 jouer. Ça s'est passé à 23 ans, dans ma chambre à Londres. Et, euh, et j'ai fini par arrêter parce que j'ai senti que c'était grosso modo la fin de ma relation. Ma copine savait pas que je jouais, aucun de mes amis savait que je jouais, personne de ma famille que je savais que je jouais, il y avait personne au monde qui savait que, à part les gens avec qui je jouais en ligne, qui était au courant de ma seconde vie, entre guillemets. Bah, comment ta copine pouvait pas le savoir alors que tu passais 18 heures bon, elle habitait peut-être pas avec toi, mais tu Ma passais copine 18 était à heures. Berlin et on était en Skype tous les soirs. Ok. Et elle savait, enfin, je lui disais pas que je jouais à ce moment-là, entre guillemets. Donc, il y avait déjà de la culpabilité, en fait, liée à ta consommation. Donc, il y avait un peu une conscience du fait que tu jouais comme jamais et que c'était peut-être pas Je assumé. pense que l'addiction était telle que j'avais conscience de rien. Je savais que ma vie allait craquer, quoi. C'était Ok. sûr. Mais j'étais tellement addict, entre guillemets, et, et c'est surtout, non seulement j'étais assujetti aux addictions, mais c'est un jeu qui te crée une deuxième vie, quoi. T'as une économie, t'as des amis, t'as des ennemis, t'as des combats, c'est hyper stratégique, entre guillemets. Et donc, du coup, je pourrais ne pas jouer à ce jeu-là pendant 3 jours, mais penser 18 heures par jour au jeu pendant 3 jours, tu vois. Hmm. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai évité? Qu'est-ce que j'évite? Ce qui veut dire que j'ai passé la plupart de ma vie à éviter mes pensées, je dirais, euh, qui qui étaient très tournées vers l'abandon, quoi. Dès que j'arrêtais de jouer, c'était elle va te quitter, pourquoi qu'elle resterait avec quelqu'un comme toi? Et c'est des pensées qui encore aujourd'hui peuvent revenir. Mais donc je dois avoir et j'essaye d'avoir une routine de vie assez exemplaire, entre guillemets, pour pouvoir être le plus aligné avec moi-même et avoir des pensées qui me nourrissent et pas qui viennent au quotidien me ronger, quoi. Hmm. Et donc, c'était comme beaucoup d'addictions, que ce soit le porno, que ce soit le jeu vidéo, le sucre, le sport aussi, ou Clairement, ouais. les conquêtes ou quoi que ce soit, ça peut être aussi une super stratégie pour éviter d'aller en fait regarder nos émotions, quoi. Ou d'aller boire des coups, ou d'aller faire des trucs comme ça, c'est vraiment Ouais. surtout ne pas regarder. Moi, c'était plus, tu vois, l'alcool, les soirées. Et la clope pas trop, mais un peu quand même. Mais vraiment l'alcool et les soirées, surtout ne prends pas en compte tes émotions. Et la nourriture, ouais, je l'oublie. La nourriture, ça a été mon truc à Ouais, fond. ouais, Et clairement. moi, c'était voilà ma fuite pour pas voir que j'avais des émotions et qu'il fallait oser les regarder pour les travailler. Mais on a vraiment ces stratégies de on met tout de côté, surtout pas regarder. Sauf que ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et heureusement qu'il y a des coachs maintenant aujourd'hui ou des vidéos ou des partages où on peut se rendre compte que ouais, je crois que là c'est peut-être pas sain pour moi. Et toi, effectivement, à un moment ça a switché. Comment t'as arrêté? Alors, le jeu vidéo, celui-ci, entre guillemets, je dirais que mon sujet d'addiction s'est pas arrêté quand j'ai arrêté de jouer, mais j'ai arrêté quand j'ai vu que ma relation allait se terminer d'ici quelques jours si j'arrêtais pas tout de suite, parce que ça se voyait que je commençais à vriller, on habitait ensemble à cette époque-là, et c'était plus possible de jouer la nuit, de me lever, mais voilà, je sentais elle savait que je savais, et il y a un moment, c'était ça ou la fin, quoi. C'était évidemment déjà trop tard parce que enfin tu peux pas sortir de 1 an et demi d'addiction et de non-dit et de peur intense. Personne ne veut être quelqu'un qui a peur, qui n'a pas confiance en lui, qui doute de lui, qui est tout le temps dans son à quoi tu penses. Cette question elle me terrorisait, quoi. Tu penses à quoi? 99% de mes pensées c'était uniquement au jeu, quoi. Tu penses à quoi? Ça me comme mes parents quand j'étais tout jeune qui me disaient Pierre, quand ils m'appelaient comme ça, il y avait tout mon organisme qui se mettait en tension extrême parce que j'ai l'impression qu'on venait de découvrir que bah voilà, j'avais un clavier de rechange, une souris de rechange, que je cachais tout, que Ah ouais. c'était terrible, quoi. Donc il y a certaines phrases comme ça qui mettaient tout mon organisme en tension. C'était la phrase que je voulais à chaque fois éviter, quoi. Donc t'as dû sentir
un apaisement. Enfin, ça t'occupait une grande partie de ton espace mental, en fait, de ton système de survie aussi. On peut découvrir, on peut t'appeler, et puis t'as ces besoins, t'es jamais là, t'es tout le temps dans le jeu en train de penser ce que tu pourrais faire. Et ouais, comment t'as senti un peu ça se transformer en toi, et puisque on te voit aujourd'hui, on sent qu'il y a eu du chemin qui a été parcouru. Comment t'as avancé vers ça? Bah, j'ai trouvé un boulot à Berlin, et même à l'époque, j'étais pas capable de trouver un boulot. C'est ma copine qui m'a envoyé une offre de stage, et j'ai été pris, entre guillemets. Je pense pas être complètement con non plus, et j'avais un passé où j'avais fait des choses avant l'addiction forte. J'avais créé une petite boîte avec des amis, on était passé sur France 3, TF1, donc j'avais des choses à raconter, entre guillemets, malgré mes quelques années de double vie. Et donc j'ai été pris dans ce stage, et j'habitais avec ma copine à Berlin à l'époque. Et mon addiction est passée de l'existence à travers un jeu vidéo à l'existence à une entreprise, quoi. Donc je suis devenu obsédé par être le meilleur dans ce que je faisais dans ma boîte, entre guillemets. Okay. Bon, l'avantage, c'est que c'est plus reconnu et c'est plus facile de partager ce type d'addiction avec ton entourage, sans avoir conscientisé non plus que c'était une addiction à l'époque. Et j'ai tout fait pour devenir le meilleur, comme j'ai tout fait pour être le meilleur sur les jeux vidéo à l'époque dans ma boîte. Et même pour continuer le chemin qui m'amène à là où j'en suis aujourd'hui. Au début, j'étais tout seul, je faisais de la vente. J'ai cartonné en 3-4 mois, j'avais signé autant de clients qu'une équipe de quelques personnes en un an avant. Et donc du coup, je suis passé de super performeur seul à manager, quoi. Ok. On m'a mis à manager des gens qui avaient quelques années plus que moi. Et là, le souci, c'est que quand tu manages des gens, tu peux pas foncer comme un dingue à faire plus. Non, il faut de l'empathie, il faut de l'intelligence émotionnelle, il faut de l'écoute. Il faut être relativement stable émotionnellement pour pouvoir être vulnérable, s'ouvrir, accepter la critique, challenger ouvertement. Et puis pour quelqu'un qui a toute sa vie cherché à être aimé, le management, c'est difficile quand même. Et donc du coup, j'ai pas eu le choix à un moment donné, au 1er janvier 2019, en mode... genre en fait, soit tu vires toute ton équipe parce que t'arrives pas à être manager, soit t'abandonnes parce que t'arrives pas à t'ouvrir, soit tu vas les voir et tu fais quelque chose. Et là, j'ai eu en début juillet 2029, après la rupture avec mes copines, une genre de, je sais pas, comme si d'un coup t'avais compris toute la matrice de la vie, tu vois. Et je suis allé voir mon équipe, je me suis ouvert, ils étaient tous plus âgés que moi, j'avais peur de ça. Et je leur ai dit, mais en fait, j'y arrive pas, quoi. J'ai besoin de votre aide, ça fait 6 mois que j'essaye, et vous voyez bien à quel point j'essaye, mais j'ose pas vous dire les choses, je vois que vous osez pas me dire les choses non plus. J'ai tellement envie de bien faire, j'ai tellement envie que vous soyez heureux, que vous puissiez vous épanouir dans ce que vous faites. J'ai besoin de me comprendre, de mieux vous comprendre. Qu'est-ce qui fait que vous pourriez... comment est-ce qu'on peut créer quelque chose qui aurait du sens pour chacun de nous? Je suis curieux de savoir comment vous avez perçu les 6 derniers mois. Ce serait important pour moi de vous partager comment moi j'ai perçu les 6 derniers mois. Et là, je pensais qu'ils allaient me tomber dessus en mode, bah non, ça va pas avec toi, on arrête. En fait, l'inverse. Ouais. En mode, quel bonheur, merci de t'ouvrir et tout. J'étais, what? Tout mon corps est en tension, comment ça? Mais t'as fait un saut quantique énorme de passer à surtout pas à tout cacher, à mettre tout sur la table en hyper vulnérabilité. Waouh, bravo, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Je lisais à l'époque ce bouquin, au même moment, le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown, qui est très connu. Et je me suis mis à regarder, à l'époque, je passais mes samedis soirs à jouer, et là, je passais toutes mes soirées à regarder des vidéos, des TED Talks. J'ai devenu obsédé par l'idée de, comment est-ce que je peux faire grandir, comment est-ce que je peux me sentir mieux, comment est-ce que je peux aider les gens à atteindre leur potentiel, quoi. Et donc, j'avais jamais lu de ma vie, jamais lu un bouquin. À l'époque, je lisais pour faire plaisir à ma nana, pour lui dire, t'as vu, j'ai lu un bouquin, ou t'as vu, j'ai lu 3 pages. J'avais lu un bouquin tous les 15 ans, peut-être 3 Harry Potter dans toute ma vie, tu vois. Et c'était tout. Et là, j'ai découvert la lecture, quoi. 1 bouquin, 2 bouquins, un bouquin qui s'appelait Radical Candor. Le fait que, t'es surtout considéré et aimé si t'es capable d'être honnête et tu dis ce que tu penses. La candeur, entre guillemets. 1 bouquin, 2 bouquins, 3 bouquins, 4 bouquins, 5 bouquins, 10 bouquins. Les gens ont commencé à me demander, mais t'as pas un bouquin à me conseiller? Je dis, bah, si, 3, 4 même. Et je sais pas, j'avais vraiment l'impression, je ne recommande absolument pas l'utilisation de drogue, mais j'avais l'impression d'être sous l'effet de MDMA ou sous l'effet pendant plusieurs mois, quoi. Ça durait quasi 6 mois. Et mes équipes qui avaient des résultats vraiment nuls ont tous fait x3 en termes de résultats en 6 mois. À un tel point que les managers de la boîte ont commencé à venir voir moi en me disant, mais Pierre, ça te dirait, on passe 1 heure ensemble par semaine, tu m'expliques ce que tu fais avec tes équipes et tout. Je fais, tu me coaches, quoi. Je fais quoi? Je dis, bah ouais, grave.
Mes dirigeants sont venus vers moi, mais est-ce que tu peux pas former les autres managers et tout? C'était complètement dingue. Complètement dingue. Et à la fin, on m'a dit, bah écoute Pierre, maintenant tu manages l'équipe de Customer Success, l'équipe de vente, et 3 mois plus tard, on me dit maintenant on a envie que tu gères tout le développement international de la boîte. Donc on était basé qu'en Allemagne, aux Pays-Bas à l'époque. On a envie que tu reprennes les Pays-Bas, on a envie que tu développes maintenant 3 nouveaux pays par an. Je fais ok, très bien. Et pour ça, tu vas avoir une équipe, un truc. Donc on a mis 3 nouveaux managers à ma place pour qu'ils prennent 3 départements que je faisais, et je suis passé responsable de développement international, où je me suis retrouvé à manager des gens qui avaient 15 ans de plus que moi. Enfin, c'était complètement délirant, quoi. C'est génial. Complètement délirant. C'est une boîte qui travaillait dans quel domaine? Le recrutement. Ok. Le recrutement de développeurs. Et c'est quand même important pour moi de préciser quelque chose. Je suis tombé sur un mec, un dirigeant, un CEO qui avait une 40aine d'années, qui a compris que si tu me faisais confiance, moi, toute ma vie, ce que j'ai recherché, c'est être vu. Je faisais plein de bagues qui étaient drôles et pas drôles, mais je voulais juste montrer que j'étais là, quoi. Et j'ai un dirigeant qui m'a donné de la confiance, qui m'a écouté, et dans ses yeux, je me suis dit, mais je vais tout faire pour ce mec, quoi. Je vais tout faire pour cette boîte. Et ensuite, quand j'ai eu des gens dans mon équipe, je me suis dit, mais je vais tout faire pour eux. Et quand j'ai développé des nouveaux marchés, je vais tout faire pour les gens que je recrute, je vais tout faire pour les développeurs qu'on place dans des nouvelles boîtes. J'étais, mais habité, quoi, par ça. Et chaque nouveau marché que j'ai lancé, c'est devenu le marché le plus performant de la boîte. Les country managers qui avaient 15 ans de plus que moi disaient, mais c'est qui ce mec? Mon dirigeant est parti, et celle qui est redevenue CEO m'a dit, mais je sais que t'accompagnais Kaya, donc mon ancien CEO, en coaching à l'époque. Est-ce que ça te dit qu'on se voit une fois par semaine pour qu'on fasse du coaching à deux? Je fais quoi? J'avais 26 ans à l'époque. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne, quoi? Ça, c'est génial. C'est trop bien. Et j'aime bien aussi comment on peut transformer ça, parce qu'il y avait des comportements aussi addictifs chez moi, où l'envie d'y aller à fond, tu vois, et dans l'excès. Mais quand cette énergie, tu le mets au service, voilà, là, c'était pour le développement personnel. À un moment, tu te mets à lire plein de bouquins. T'as envie d'aider les gens, donc tu cherches plein de solutions. Tu mets une énergie que t'as en fait développée pendant ces pratiques de jeux vidéo ou pendant ces pratiques addictives qui font que ça, ces schémas neuronaux tu peux tenir bien plus que plein de gens. Tu peux mettre beaucoup plus d'énergie et aujourd'hui, bien utilisé dans une bonne direction. Moi, ça me sert énormément là dans ce que je fais ou autre. Je me dis à des moments, putain, quand même, j'arrive à en abattre des choses avec de la facilité, de l'apprentissage et tout, parce que derrière, il y a eu ce passé-là qui est à ce service. Et donc ça, c'est cool parce qu'on peut transmuter tous ces trucs-là. Ça, c'est aussi des apprentissages, même si c'était des trucs très sombres, ça peut devenir des super apprentissages et être au service de l'humanité comme tu le fais aujourd'hui aussi, quoi. Ouais. Clairement. Bon, j'ai quand même payé un peu le prix de ça parce que avoir son identité qui passe par son travail, quand il y a eu le Covid, des nouveaux marchés, tu te développes pas à l'international, les frontières sont fermées. Et je suis resté 6 mois dans ma chambre à rien faire, parce que ma chambre, c'était mon espace de jeu, je voulais pas travailler. Et je disais à mes dirigeants, mais virez-moi, j'ai aucun sens que on lance pas de nouveaux marchés. Il faut bien que tu sois là. Au bout de 6 mois, j'ai fini par partir, et là, mes crises existentielles, quoi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? C'est important que tu dises ça aussi, de préciser. Oui, il faut pas non plus cacher une addiction vers une autre. Ça donne de l'énergie, mais par contre, il y a des choses à aller voir, et c'est ce que tu parles là. Et donc, c'est hyper important parce que sinon, ça revient tout le temps. Hein. Faut bien faire comprendre ça, que l'addiction, faut la traiter à la source, à la racine. Donc, toi, c'est le Covid qui t'a fait switcher, finir cette transition, enfin, de quitter cette boîte. Ouais. Et ensuite, il s'est passé quoi? Donc voilà, la crise existentielle, tu dis, et... Terrible. Genre, qui je suis? Qu'est-ce que je fais? J'étais dans un boulot où on avait compris que pour m'utiliser pleinement, il fallait me faire changer de boulot tous les 3 mois, grosso modo. Et donc, du coup, ça fait que théoriquement, t'as pas de profit tant que ça. J'ai pas fait 5 ans en sales, j'ai pas fait 5 ans en customer success, j'ai pas fait 5 ans en produit. Donc, je suis très jeune, j'étais très jeune, j'avais 26 ans. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je veux comme taf, quoi. J'ai pas envie de repartir dans un métier où j'ai envie de faire du management. Et un soir, j'étais à un dîner chez des amis, c'était un dimanche soir. Et je parle avec un gars qui bosse dans une boîte de coaching. Et il me dit, moi, dans 5 jours, je commence une formation de coaching. Je fais, ah, cool, et tout. Et finalement, je me retrouve sous la pluie à discuter vers minuit avec ce gars. Minuit et quart, on discute, il me dit, mais tu sais, tu devrais peut-être la regarder, cette formation de coaching. Je dis, ouais, mais ça m'intéresse, passe-moi le contact. Je rentre chez moi, à 1h du mat, j'envoie un message à la nana. La formation était pleine, elle commençait 5 jours plus tard. Et je lui dis, je veux absolument faire cette formation, elle coûtait 4 500 € à l'époque, j'avais pas cet argent. Et donc, je fais le call, l'appel le lendemain à 17h30 avec la formatrice supérieure. Et je dis, je veux absolument faire ça, faut que vous me laissiez une place. Elle me dit, ok, très bien, mais faut que tu payes dans la foulée.
Je fais ok, pas de souci. Je termine l'appel, j'appelle ma banque, je dis mais il faut absolument qu'on débloque cet argent, faites quelque chose et tout. Il me dit ok, pas de souci. Bon, enfin voilà, enfin voilà, ça c'est fait et j'ai pu faire cette formation de coaching qui commençait 5 jours plus tard, quoi. Ouais. J'ai fait cette formation de coaching qui c'était quelques heures par semaine, donc j'avais du temps à côté. À l'époque, j'étais dans une autre addiction, c'était les échecs. Tout le monde disait, mais les échecs, c'est une bonne addiction. Bah non, parce que quand tu fais des parties d'1 minute ou 3 minutes aux échecs, bah il y a rien au monde qui ne relâche plus de dopamine que pour faire une partie toutes les 2 minutes, toutes les 2 minutes. Je vais te battre, je vais te battre, je vais te battre. C'est génial ce que tu dis parce que effectivement, en fait, il y a plein d'addictions. Il y a plein de comportements addictifs qui se cachent dans plein de nos pratiques où on va en excès, mais il y en a qui sont validés par la société et d'autres pas du tout. Complètement. Même l'alcool, tu vois, l'alcool, en fait, en gros, c'est vachement validé et aussi dans le masculin. On en parlait un peu en off et moi, j'ai fait un cercle d'hommes samedi. Souvent, moi, il y avait cette croyance, ben ouais, il faut picoler, faut être bien vu dans les soirées et tout. Si tu picolais pas, c'était sorti du groupe, quoi. Moi, c'est une grosse blessure de rejet et tout, quoi. Et en fait, voilà, dans ces choses validées par la société, ça veut pas dire qu'elles sont OK, en fait, pour vous, si le comportement, il est en excès, parce qu'il vient de nourrir une blessure à l'origine encore, quoi. Complètement. Exactement. Et c'est pour ça que dans n'importe quel petit comportement du quotidien, il y a une forme de dépendance, une forme de compensation, il y a une forme d'addiction, entre guillemets, c'est minime, mais quelqu'un qui est très calé sur la définition de l'addiction dirait mais non, c'est pas ça une addiction, mais si, des formes de compensation, il y en a partout, toujours dans ce qu'on fait, jusqu'à ce qu'elle ait s'adapter dans un groupe et à pas dire ce qu'on pense parce qu'on a peur d'être rejeté, entre guillemets. C'est la même chose théoriquement. Et donc du coup, j'ai fait cette formation. Je jouais beaucoup aux échecs. J'ai essayé d'apprendre l'allemand à l'époque. Et à la fin de cette formation, je me suis dit, mais est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? J'étais tétanisé en fait. Pour quelqu'un qui était renfermé sur lui-même toute sa vie, qui avait eu peur du regard des autres, qui avait beaucoup jugé par le passé, arrivé à Berlin dans un environnement très ouvert, très international, j'ai complètement arrêté de juger. Et j'ai compris que voilà, le comportement de quelqu'un, c'est avant tout l'illustration de la somme des expériences que cette personne a vécues. Et soit tu peux essayer de comprendre le comportement, soit tu peux le juger. Et le jugement, du coup, j'ai pris conscience, c'était avant tout une forme d'insécurité. Mais j'avais néanmoins toujours très peur du regard des autres parce que j'en ai énormément souffert en France. Et mon père aussi, qui est un peu dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, disait, tu sais, moi, mon fils, je me suis lancé, j'avais 35, 40 ans, et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, pour être coach, il faut être plus âgé. Je connais aucun coach qui a mon âge. Donc, je suis rentré dans une boîte. J'étais bras droit du CEO, amené à faire des choses extraordinaires. Je coachais les country managers, tout ce que tu veux. Mais en fait, au bout de 2 mois, quasi burn-out, quoi. J'avais mal au dos, mon corps me disait, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'arrivais pas à me lever, c'était terrible. J'étais dans un état dépressif. J'utiliserai pas le mot dépression parce que c'était pas ça, mais je me souviens d'un matin, je me lève, je vais au boulot, il est 9h15. J'ouvre mon ordi, je regarde autour de moi, tout le monde, mon boss n'en avait rien à foutre de ce que je faisais, il était juste content de m'avoir parce qu'il savait que je serais très utile à un bon moment. 9h15, 9h17, je ferme mon ordi, je dis faut que je rentre chez moi, je veux bosser de chez moi, je peux pas. Et là mon corps a pété un câble et au bout d'1 mois et demi, je discutais avec mon CEO, je dis mais en fait, qu'est-ce que je fous quoi? Qu'est-ce que je fous? Ouais. Et donc il m'a fallu 1 mois et demi pour arriver à un état mais de finition complète, j'étais mais épuisé et je me dis j'arrête tout. Je suis trop jeune pour être coach, je me sens pas compétent, je me sens pas légitime, je vais sûrement pas gagner ma vie, mais en fait j'en ai rien à foutre parce que c'est ce que mon corps me dit, j'ai envie de me laisser une chance. Et donc j'ai quitté mon taf, j'ai pris un aller simple pour aller à Barcelone où j'habite aujourd'hui et je me suis dit ok, je vais créer mon site internet, je vais faire un post sur LinkedIn, je vais m'appeler coach et on va voir ce que ça va donner quoi. Et ça voilà a pas mal un peu marché, comment. Finalement. C'est drôle, hein, on dit que ça a pas mal marché. Il m'a fallu, je pense, 9 mois. Ça fait 1 an et demi que je me suis lancé. Il m'a fallu près d'1 an pour me sentir bien, quoi. Pour me sentir à l'aise avec ce que je fais, pour me sentir à l'aise avec les tarifs que je propose, pour me sentir moi-même dans mes coachings. Je sais que je suis fait pour ça et je sais que je suis bon, mais parfois quand t'as pas confiance en toi et que t'as peur qu'on découvre quelque chose sur toi qui va pas au milieu de tes coachings, t'as cette pensée qui vient dire il va se rendre compte que t'es une énorme fraude en fait. Et donc parfois t'as cette anxiété qui vient
Et il a fallu que je travaille énormément sur ça. Moi, faire un post sur LinkedIn, c'était ma plus grande peur, quoi. C'était l'occasion de laisser au monde de m'éclater les genoux, en fait. Excuse-moi l'expression. Elle est très juste parce qu'on la ressent, on est pas mal à la ressentir, je pense. Maintenant, c'est ok, mais il y avait cette peur, je vais me faire éclater les genoux. Ouais. T'as raison. Moi, des moments, je me dis, mais, oh non, je vais pas poster ça. Et c'est justement à ces moments qu'il faut le faire. Parce que moi, justement, et pour me désamorcer mon mental, je tire les cartes. Et les cartes, elles font, ok, résultat, action. Ok, bon, bah, j'y vais. Et en fait, ça va. Mes genoux, ils sont encore en place. Et puis, même s'il y a des gens qui vont me critiquer, bah, comme tu le disais, c'est sa vision du monde aussi à cette personne. Et c'est ok. Et des fois, ça peut être juste pour toi. Et puis, sinon, bah, tu laisses passer. Et oui, on sera, même si on sauve la planète Terre, là, en un claquement de doigts, on sera critiqué. Hein. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour nous dire que c'est pas ok ce qu'on a fait. Donc, mais je comprends la peur. Ouais, t'as tout à fait raison. Et donc du coup pendant 6 mois j'étais complètement paniqué, et au bout de 6 mois moi j'ai passé ma vie sur YouTube. L'addict il est tellement russe sur YouTube ou des plateformes comme Twitch. Okay. Et je me suis dit mais en fait j'ai envie de commencer. J'ai vécu tellement de choses avec mon addiction, mes relations toxiques, ma peur de l'abandon, ce que j'ai vu au travail, le management, l'estime de soi, la confiance en soi. J'ai lu tellement de bouquins. En coaching je partage peu tout ça. Pourquoi ? Parce que là, si à ce moment-là, toi, ce dont tu as besoin, c'est de partager ce que tu as sur le cœur. Je vais pas te raconter ma vie, ni te donner un conseil, ni d'expliquer le concept de la confiance en soi et de l'estime de soi. Si à ce moment-là, toi, tu as besoin de te planter parce que faire des erreurs, c'est trop important, parce que l'objectif, c'est avant tout de s'écouter, et qu'il y a qu'en s'écoutant qu'on grandit et qu'on développe notre confiance en soi, je vais pas te raconter ma vie, ni comment faire ci ou ça, tu vois. Je me suis dit, j'ai envie de trouver un endroit où je raconte ça. Et donc, pendant 6 mois, j'ai eu peur et j'ai galéré à faire ma première vidéo qui, finalement, était la vidéo qui m'a était sur le sujet qui m'a le plus suivi depuis des années, c'était la peur du regard des autres, quoi. Comment se libérer du regard des autres. Et cette vidéo, je la faisais avant tout pour moi, quoi. Parce que c'était moi contre moi-même. Ouais. Et elle a cartonné, entre guillemets, j'ai reçu plein de messages, et là je me suis dit, ok, cool. C'est génial. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais c'est comme tu partageais le fait d'un jour, tu vas voir ton équipe et tu leur dis, bah, aidez-moi, j'y arrive pas. Là, c'est pareil, t'es vulnérable, tu montres, bah ouais, la peur du regard des autres, voilà ce que j'ai connu, et on a envie de se brancher à ces personnes qui sont authentiques, mais qui montrent, oui, mais j'ai traversé ça. Donc, je le connais, je te comprends, je sais d'où tu viens, mais je peux te dire aussi que tu peux aller là. Tu peux faire ce mouvement comme moi je l'ai fait, même si j'en ai chié, tu peux aller peut-être un peu plus vite parce que je t'aide. Mais vraiment, c'est pour ça qu'on est reconnu et que c'est pas facile, parce qu'on a toujours l'impression, je suis vulnérable, oh là là, je vais me faire péter les genoux, comme tu disais, ouais. Quoi. Alors qu'au fait, c'est tout le contraire. Ton équipe, elle a juste dit, mais merci, quoi. Elle a vu quelqu'un qui ouvrait son cœur. Mais en vrai, non, moi, dans mon expérience, la plupart des moments où finalement je suis vulnérable, c'est là où j'ai les plus belles connexions pour l'autre. Et même c'est là, en fait, où je monte, moi, en échelle de vibration dans du courage, parce que même devant un public, tu dis, je crois que là, je me sens un peu mal à l'aise devant vous, mais tu montes en courage parce que t'oses le dire déjà. Et donc, c'est pour toi et pour l'autre, tu dis, c'est cool. Il reconnaît ce qu'il vit et reconnaître ce qu'on vit et nos erreurs. Ça, on peut les cacher longtemps, hein. On peut mentir, on peut fuir, alors que c'est le plus libérateur. Donc, c'est puissant, cette vidéo. Et t'as continué ensuite à en faire des vidéos et à continuer à partager. J'aime bien ton idée de partager toute ta vision et tous tes apprentissages, pas forcément en coaching, mais dans des vidéos ou sur des posts LinkedIn, quoi. Ouais. Ah, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Tu parlais de se libérer du regard des autres. Moi, je pense qu'en fait, dans son essence, on se libérera jamais totalement du regard des autres, comme on se libérera jamais totalement de notre anxiété, et on sera jamais 100% en sécurité. Mais c'est juste, j'appelle ça quand on a une tendance forte à être anxieux ou une tendance forte à avoir peur du regard des autres, on travaille dessus et la blessure se transforme en cicatrice. Et sur ces gros sujets de vie, ces cicatrices, même sur une cicatrice physique, tu vois, une grosse cicatrice une grosse blessure quand elle devient cicatrice, quand on prend pas soin, elle ressaigne, tu vois. Et ce qui fait que je suis obligé, c'est que je sais très bien si je prends pas soin de moi et que je fais un peu n'importe quoi et que je bois plein d'alcool, etc., ma peur du regard des autres, elle va revenir au galop, quoi. Et c'est pour ça que je suis pas du tout celui qui s'est libéré de la peur du regard des autres. Non, j'ai envie de lancer mon podcast depuis 1 an et demi. Il est toujours pas sorti. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois que mon script est préparé et je me force devant mon ordinateur et je comprends qu'en fait se forcer, ça marchera jamais parce que l'énergie qu'il y a derrière se forcer, c'est de la peur. Et voilà, du coup, je suis un peu parti sur d'autres sujets, mais
Non, mais je t'entends sur le podcast, on peut en revenir, mais c'est ma spécialité. Mais moi, ça m'a été mon outil de libération. Je fais juste une aparté sur le fait, oui, on a des paliers, et pour moi, on a toujours à avoir une vigilance quotidienne sur, vigilance. évidemment, ces routines qui soient le plus vertueuses possible pour pas retomber dans certains travers. Par contre, où c'est là, moi, où je trouve il y a énormément de bienfaits, c'est la partie invisible de l'iceberg et les pratiques de soins énergétiques. On avait un peu échangé par rapport à mon projet Bienvenue dans le monde 2. C'est vraiment ça, je trouve, qui est en lien pour moi dans mon épanouissement. Le coaching qu'on m'a apporté et les soins énergétiques et la pratique des chamans dans des constellations ou d'aller enlever le transgénérationnel parce qu'on porte pas mal de choses dans notre sac à dos qui vient pas de nous en fait, qui est lié à la famille, qui est lié aussi à des trucs énergétiques et ces liens on peut les couper. Et c'est pour ça que je mets des personnes en avant dans le podcast parce que c'est vraiment des pratiques qui aident à encore plus aller vers une expression libre ou autre. Bien sûr que par moments, je sais que je tremble encore sur de la prise de parole en public ou autre, mais il y a plus cet enjeu où qui peut revenir, tu sais. Même maintenant, là, tu vois, je suis en janvier sec, mais l'alcool, c'est même plus un sujet. Alors qu'avant, mais c'est ouf à quel point, oui, je pouvais retomber dans allez, je vais reboire et puis cette soirée et tout. J'en ai même plus envie. Mais parce que j'ai eu un magnétiseur qui est venu travailler là-dessus, qui est venu couper ce lien-là avec l'alcool comme un magnétiseur. Un autre est venu couper mon lien à la cigarette. Une semaine plus tard, je fumais plus, c'était réglé pour toute ma vie, là. Ça Incroyable. 5 ans. Donc, pour ça, moi, il y a l'énergétique qui est hyper important et qui aide. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment envie que les personnes aillent goûter ces pratiques pour aller voir comment on peut, sous les deux plans, se libérer et avancer encore plus fluidement vers sa vie, quoi. Grave. Et donc, vas-y. Tu me posais, je réponds aussi à tes questions. Il y avait une deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir. T'as parlé du mot courage. Et quand j'ai lu ce bouquin sur la vulnérabilité, le premier synonyme de vulnérabilité, c'est le mot courage. Parce qu'il faut du courage pour s'ouvrir. La vulnérabilité, tu regardes dans le dictionnaire, ils vont te donner des exemples comme quoi c'est le chevalier a perdu son bouclier et donc il était vulnérable. Bah oui, en fait, c'est ça. On peut se balader au quotidien avec nos boucliers, mais on laisse entrer personne. Et si tu penses au principe de l'amour, il y a rien de plus vulnérable que dire je t'aime à quelqu'un sans pouvoir éventuellement recevoir un je t'aime. Il y a rien de plus vulnérable que d'initier un rapport sexuel et de laisser la chance d'être rejeté. Mais il y a aussi rien de plus beau, quoi. Ça dépend vraiment quelle vie t'as envie de vivre. Mais c'est vrai qu'il faut du courage pour s'ouvrir. Mais très souvent, on a l'impression qu'on va être blessé. Mais la plupart du temps, on laisse la chance aux autres de s'ouvrir eux aussi à leur tour. On a les relations les plus belles et les gens qui nous manipulent et utilisent notre vulnérabilité pour nous blesser. C'est une chance de filtrer des personnes dans notre vie qui aujourd'hui ont trop de travail à faire sur eux pour pouvoir avoir une relation avec nous aujourd'hui, entre guillemets. Tout à fait. Enfin voilà, je voulais rebondir là-dessus. Tu avais une dernière question, c'était du coup j'ai continué à faire des vidéos YouTube. Oui, quelques-unes. Je suis en réflexion aujourd'hui sur 2023, comment est-ce que j'ai envie de faire ça. J'ai fait d'autres vidéos sur la vulnérabilité, sur comment être heureux. Moi, je me sentais pas bien, c'était les dernières, j'étais pas heureux, j'étais coach, j'aidais des gens à se sentir mieux, j'étais pas heureux. Je tapais sur YouTube comment faire pour être heureux. Je trouvais rien, ça me saoulait. J'ai très bien. Et donc, je me suis passionné pour le sujet, j'ai découvert le stoïcisme, j'ai découvert plein de choses et j'ai fait une vidéo comment être plus heureux. Yes. Toutes ces vidéos, je les faisais pour moi avant tout. J'ai commencé à développer mon mental, j'ai fait une vidéo comment développer son mental. J'ai pris conscience que toute ma vie j'étais un hypersensible fois 1000 et que rien pouvait me blesser. J'ai étudié comme un ouf l'hypersensibilité, j'ai fait une vidéo comment faire de son hypersensibilité une force. Enfin voilà, donc YouTube c'est un peu mon terrain de jeu, je suis pas celui qui hyper aguerri qui va sortir une vidéo tous les 3 jours parce que c'est comme ça qu'on va développer avec de la résilience et de la discipline qu'on va enfin avoir une communauté. Moi YouTube c'est mon terrain de jeu et j'ai la chance de pas dépendre de ça pour gagner ma vie et avoir des nouveaux clients. Ouais. Et peut-être qu'un jour j'aurai plus de facilité à avoir de la régularité dans ce que je fais et à partager ce qui me traverse. Ouais. Ça l'est pas aujourd'hui et c'est ok quoi. Et ouais c'est clair et c'est ok et moi un temps c'était pareil et puis là finalement je vois les bienfaits que ça a pour moi de poster tous les jours une vidéo sur Insta mais parce que j'ai vraiment de la joie en fait et plus j'ai fluidifié tout le chemin plus le chemin de la matière ou de l'inspiration dans l'invisible et pour venir dans la matière est rapide et donc plus ça transforme et moi ça me permet avant tout on fait pour soi hein, comme tu dis ouais. Et on est toujours face à soi et moi c'est vraiment cet apprentissage
apprentissage-là, et si ça peut servir d'autres, tant mieux, mais ouais, qu'est-ce que moi j'apprends en faisant ça? Mais tout est ok. Par contre, quand j'entends ta voix, et les personnes qui l'écoutent aussi ont sûrement très envie d'entendre un podcast de toi, parce que là, elle est magnifiée, elle est mise en avant, et c'est pour ça que j'adore ce média-là, que j'ai commencé par ça, parce qu'en plus, c'est beaucoup plus facile que de s'afficher en vidéo, quoi. Ouais, j'en ai conscience, ouais. Ça aide. Moi, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'au début, non mais la vidéo, jamais de la vie. Jamais de la vie, quoi. Ne me regarde surtout pas. Ouais, j'avais trop je peur. comprends. Le podcast, c'est cool. Ok, c'était bien. Ouais, ouais. Ah, on a tous nos barrières. Je pense la raison pour laquelle je suis allé sur YouTube aussi, c'est que de toute façon plus personne n'est sur YouTube. Donc si je réussis pas sur YouTube, c'est parce que YouTube ça marche pas. T'es sûr que plus personne n'est sur YouTube? Non, mais si tu regardes l'évolution de YouTube des 5 dernières années avec l'explosion d'Instagram, Ouais. TikTok et l'écoute Ouais. des podcasts entre guillemets, YouTube c'est une plateforme qui est comparativement beaucoup moins utilisée qu'avant. Comparé aux autres, tu vois. Peut-être un peu moins. Parce que c'est quand même le deuxième moteur de recherche après Google. Tellement il y a des gens qui Hyper vont chercher d'accord. tout du monde. Et en fait, je sais que maintenant, c'est une grande plateforme vraiment sollicitée pour le podcast. Parce que plein de gens mettent leur podcast dessus et laissent tourner, si tu veux, YouTube, même s'il y a la vidéo ou autre. Et j'ai l'impression qu'elle reprend aussi pas mal. Ouais, enfin bref, il y a des créateurs de contenu qui parlaient de ça. Hyper possible. Mais- Moi, c'était mon excuse de toutes les façons. Ouais, mais dans J'étais- tous les cas, voilà, c'était pour Ouais. toi, ça te rassurait. C'est ça, ouais. Ouais. Exactement. Donc le podcast, pourquoi pas. Je me mets pas la pression. À chaque fois que j'essaye de forcer quelque chose, de toutes les façons, ça marche pas. Et la seule manière qu'on ait envie de t'écouter, c'est que toi tu sois dans ton flow, entre Ouais. guillemets, ce mot qui est magique. Ouais. Et le flow, c'est tout l'inverse. C'est l'extrême inverse de forcer, entre guillemets. Donc ça viendra à son rythme. Et le principal, fait. c'est d'être heureux. Et ce sur quoi je travaille depuis le début de l'année, c'est justement être capable de rien faire et de me sentir bien. Là où toute ma vie, je faisais pour me sentir bien. Et c'est un peu aujourd'hui ce que je conseille à tous mes clients qui sont arrivés depuis les 3 derniers mois, qui ont des agendas remplis pour avoir 50 calls par semaine et aucun espace pour se connecter à soi. Ouais. Et il y a un déséquilibre, quoi. Donc j'invite à aller côtoyer l'extrême opposé et aller se frotter à l'inconfort, quoi. T'as tellement raison, c'est vraiment hyper important. Parce que pour moi aussi, c'est pas très facile de ne rien faire et de me sentir bien. Et c'est l'apprentissage quotidien par des moments de rien, juste 15 minutes, 30 minutes de rien. Mais genre, tu contemples, tu es sans téléphone, sans rien. Ou dans ton lit à regarder le plafond avant. Maintenant, j'y arrive un peu plus et c'est vraiment cool. Ouais. Mais t'as raison d'aller goûter cet opposé pour mieux retrouver l'équilibre. Et ouais. Et ce qui est cool, c'est que ça se dégage de ta voix aussi. Il y a ce calme, c'est posé. On sent que quand même, tu vois, il y a quelque chose qui nous rassure et qui est enveloppant et qui aide des personnes qui peuvent tourner trop haut à OK, j'ai un rendez-vous avec Pierre, je redescends, quoi. Ouais. Et comment ça se passe, toi, justement, quand t'accompagnes? Tu fais plusieurs séances? Tu peux nous parler un petit peu de la manière dont tu utilises et tes outils aussi pour aider les gens qui viennent à toi? Alors c'est vraiment du 100% fait maison, quoi. J'ai l'impression de rien faire de ce qu'il faut faire, entre guillemets. Tu parles d'outils, moi j'ai quasi pas d'outils. Pour moi, j'ai fait des formations de management où j'avais des gens qui voulaient absolument des outils, ils voulaient des méthodologies. Et en fait, l'homme et la femme, ça fonctionne pas avec des outils. Les outils, c'est l'illustration d'une philosophie. Et donc en fait, moi je crée des outils sur mesure en live, en direct, parce que j'ai quelque chose qui me vient et je me dis mais quelque chose qui me dit j'ai envie de te faire essayer ça, tu vois. Ou alors est-ce que bien sûr j'ai des frameworks, j'ai conceptualisé certaines choses, mais je m'attache à rien en fait, parce que des outils c'est pour se rassurer entre guillemets. Vincent Lennart dit souvent practice theory, theory is your practice. C'est théorise ta pratique et pratique la théorie. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire. Je lis plein de choses, je m'informe énormément. Et j'essaie pas de répliquer, mais j'essaie de comprendre, tiens, pourquoi est-ce que ces outils ont été créés, et j'essaie d'ajuster à ma manière. Et parfois, je dis des choses, je dis, c'est quand même hyper intéressant ce que je viens de dire. J'écris, je développe un concept, je fais des flèches un peu partout, et donc ça, je rebondisais juste sur les outils, mais comment est-ce que je travaille? Alors, il y a beaucoup de coachs et de personnes qui vendent des programmes d'accompagnement en 3 mois. C'est un peu, je dirais, de ce que je perçois sur LinkedIn et un peu Instagram. J'ai l'impression que c'est une manière fréquente de travailler, ou alors on travaille sur 6 mois, 1 an. Moi, je vends des packs de séances, donc c'est 10 séances qui sont payées à l'avance. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important que il y a un investissement financier. En anglais, ce mot, il est commitment, un engagement vraiment, tu vois. Tu t'engages, tu vois. Et donc les séances sont payées à l'avance.
Et j'ai une philosophie, c'est mon seul objectif dans le coaching, c'est de favoriser l'autonomie. Donc mon objectif théoriquement, c'est qu'à terme, on se voit le moins possible. En général, si les gens viennent, c'est qu'ils ont quand même des sujets sur lesquels travailler. Donc les premières séances, on va souvent se voir une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours. Et très rapidement, moi je vais essayer de la pousser à, tiens, je suis curieux de voir ce qui se passe maintenant si on te laisse 2 semaines toute seule, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Prends des notes, explique-moi. Essaye de voir comment t'auras répondu à certains challenges en y étant confronté seul, sans avoir, entre guillemets, la roue de secours. Moi, et en fait, ma manière de travailler, c'est je pose des questions, j'invite à la réflexion. Parfois, j'ai des gens qui veulent trop progresser. Le progrès, c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a un manque de gratitude. Parfois, j'ai des gens qui sont trop dans la gratitude. À savoir, il y a un peu un mensonge intérieur, il y a un manque d'intégrité interne qui fait qu'ils se voilent un peu la face, ils aspirent à plus, mais ils se cachent dans de la gratitude. Mon objectif, c'est toujours de trouver de l'équilibre. Donc, t'as des gens qui viennent moi, ils vont me dire, moi, j'ai envie de travailler sur ma rigueur et mon organisation. Je fais, ok, très bien. Ça, on appelle ça une piste de solution. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ta croyance, c'est que ta solution pour aller mieux, c'est l'organisation et la rigueur. Donc on travaille un peu, on discute, et en fait il m'explique qu'il a un travail la semaine, et qu'il a un autre travail en freelance le week-end, et qu'il est pas fier de lui parce qu'il n'arrive pas à apprendre l'espagnol et pas prendre des cours de salsa. Et il veut travailler sur son organisation et sa rigueur. Je dis, très bien, ah oui. C'est quoi ton émotion dominante aujourd'hui? Parce que la raison pour la vie, la seule chose qui... T'as tout dans ta vie, t'as une belle voiture, une belle femme, des enfants, beaucoup d'argent, mais tes émotions au quotidien, c'est de la colère et de la frustration, ta vie, c'est de la colère et de la frustration. Peu importe ce que t'as. Donc en fait, une vie riche, c'est des émotions au quotidien qui sont chouettes, qui sont riches, qui te font te sentir vivant. Et je pars toujours des émotions. Si j'ai quelqu'un qui me vient et qui me dit j'ai envie de l'organisation et de la rigueur, je dis ok, c'est quoi ton émotion dominante du moment? Bah du coup de la frustration, l'énervement et de l'inconfort et de l'insatisfaction. Je dis très bien. Est-ce que tu te souviens d'un moment, ces 3-4 dernières années où tu t'es senti profondément bien? Bah ouais, j'ai fait un tour en van en Europe, je me suis retrouvé au Portugal et pendant 2 semaines j'ai cueilli des légumes, j'étais incroyablement bien. Je te propose que l'objectif de ce coaching, ce soit de retrouver au quotidien ces émotions que tu avais quand tu faisais quasi rien au Portugal. Ok, bon, ça a du sens. Je dis très bien, aujourd'hui tu me dis que ton émotion dominante, c'est la frustration. Qu'est-ce qui influe le plus? Qu'est-ce qui aujourd'hui a le plus d'emprise sur cette frustration? Qu'est-ce qui génère le plus de frustration? Et en fait, on creuse. Et à la fin, hop, je lui donne pas des exercices, je lui dis, tiens, qu'est-ce que je te souhaite pour les 10 prochains jours? Tu reviens dans des jours? Et ben, elle me dit, j'aimerais bien faire un peu plus de ça, un peu moins de ça. Je dis, ok, quand? Comment? Si dans 2 semaines tu viens voir et t'as pas réussi à faire ça, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? On appelle ça faire un pré-mortem, tu vois. Qu'est-ce qui fait que en même temps, c'est vrai que je me suis mis tous ces objectifs, sauf que mon calendrier est déjà complètement plein. Comment je vais faire ça? Et du coup, il y a quoi à faire? Bah, je pense qu'il faut que j'enlève 90% du meeting. Trop cool, tu le fais quand? Juste après ce truc-là. Hop, et automatiquement, t'as un plan d'action, et quand les personnes reviennent 10 jours plus tard, je suis pas en mode, bon, du coup, t'as fait ça. Non, ça sert à rien, parce qu'en 10 jours, il y a un monde qui s'est passé. Ouais. Donc, je suis là, j'écoute. Et les gens, en fait, on fait tout ou rien de leur objectif, arrivent avec leur piste de réflexion et on reprend là, entre guillemets. Ouais. Enfin, voilà un peu la manière dont je travaille. Et ce qui fait que moi, je travaille avec plusieurs clients depuis plusieurs années maintenant, tu vois. 2 ans et demi avec mon tout premier client. Et j'ai quasi 90%, la quasi-totalité de mes clients se sont pas arrêtés à 10 séances. J'ai quasi aucun client que je vois plus, entre guillemets. Parce que du coup, mes clients de plus longue date, je les vois maintenant tous les mois et demi, tous les 2 mois, et ils sont hyper contents d'avoir un check-up, entre guillemets, voilà mes réflexions de ces 2 derniers mois, voilà ce sur quoi j'avance, et ils sont contents de pouvoir miroiter, de faire miroir, entre guillemets, de faire les films. Ouais. En anglais, le mot to mirror, il est très bon, de pouvoir avoir quelqu'un qui les fait renvoyer un peu leur reflet. Est-ce que par moment tu te dis, mince, s'ils continuent à venir, c'est que ils arrivent pas à se détacher ou à vraiment prendre de l'autonomie? Est-ce que par moment parce que des fois la frontière elle est fine entre mince, là il faut vraiment que tu y ailles, parce que moi je pourrais être tout à fait en mode je suis trop bien avec Pierre, je continue. Il y a des moments, comment t'arrives à sentir ça? Ouais, je dirais que je suis très connecté à moi-même. Je suis hyper détaché de l'argent, entre guillemets, je n'ai rien à foutre de gagner du fric, et je veux juste avoir ce sentiment à l'intérieur de moi que la personne, que je suis vraiment profondément honnête avec la personne que j'ai en face de moi. Donc c'est vraiment un sentiment, c'est une connexion intérieure qui fait que parfois, je suis souvent le premier à pousser les gens à ce qu'on se voit le plus longtemps possible, à pousser à 2 semaines ou à 3 semaines. Par contre, voir un coach tous les mois et demi ou tous les 2 mois, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde en fait. Pour moi, c'est pas du tout de la dépendance, au contraire, parce que quand tu vois quelqu'un aussi peu, tu vois quelqu'un 5 fois par an finalement, parce qu'entre les deux, il y a les vacances. Ça permet un vrai suivi de quelqu'un de confiance qui te connaît, qui aura toujours ce regard extérieur. Ça veut pas dire qu'il faut travailler avec tout le même coach
pendant plusieurs années ou pas. Moi, je suis pas du tout attaché au fait d'avoir quelqu'un ou pas. Je pense qu'il y a même la richesse dans la diversité. Mais donc du coup, dès que je sens une dépendance, moi je pousse à l'indépendance. Et dès que j'ai des clients qui je sens ont besoin d'un suivi psychothérapeutique, je dis on se voit plus tant que t'as pas commencé un suivi. Ça ne sert à rien. J'ai commencé un travail avec un client qui voulait travailler sur son anxiété, et au bout d'une semaine, il m'avait appelé plusieurs fois et il m'a envoyé plusieurs messages. Et la première fois qu'il m'appelle, j'avais reçu des messages tous les soirs. Je dis écoute, X entre guillemets, à chaque fois que tu m'appelleras, toute ta vie dès que tu m'appelleras, je prendrai toujours ton compte fil. Mais c'est l'une des dernières fois de ta vie que tu m'appelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis pas là pour te sauver, je suis pas là pour régler tes problèmes, t'es le seul responsable. Je dis moi, quand j'étais anxieux il y a 4-5 ans, je tapais quoi ? Je tapais sur Google, comment on fait pour sortir de son anxiété ? Je regardais une vidéo, 3 vidéos, je lisais un bouquin, 2-3 bouquins. Si tu veux vraiment, si c'est ta priorité numéro 1 pour te sentir mieux, faut que tu ailles chercher toi-même. Et là, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est dur à ce moment-là parce que t'as quelqu'un qui est en détresse, qui va pas bien, et tu t'écoutes, mais t'as peur aussi parce que il y a toujours une notion de danger quand les gens vont pas bien. Donc je dis première condition. Tu vas voir une psychothérapeute, je peux pas, c'est trop important et c'est trop grave. Et deuxième chose, c'est important pour moi que tu commences à développer cette insatiabilité d'apprentissage par rapport à ce sujet-là. Et enfin, j'ai jamais eu un client de ma vie qui allait aussi vite en 1 mois et demi. C'est incroyable. Oui, c'est bouleversant. Exactement. Bouleversant. Ouais. C'est génial. Et c'est vrai que d'aller, de toute façon, pour moi, on devrait régulièrement aller voir des personnes avec qui être coaché, accompagné, et que ça soit pour moi dans l'énergétique ou que ça soit aussi dans le visible, et régulièrement parce que c'est une hygiène aussi. Et puis j'aime bien l'idée de changer, d'avoir une palette aussi de coach. Vous pouvez suivre les épisodes que vous avez là sur Et aller encore un coach, parce que du coup c'est une belle palette très différente. Si vous suivez jusqu'à présent, là on est le numéro 9, c'est franchement ouf. Attendez, numéro 9, oui, c'est ça. Et donc, du coup, comme ça vous permet de voir plein d'angles de vous, et vous vivez des situations qui évoluent. Donc, quand vous êtes allé voir Pierre au tout début et que vous allez le voir 2 ans plus tard, évidemment qu'il y a plein de choses qui ont bougé en vous, et donc il y a toujours un regard pertinent. Et Pierre a bougé aussi. Parce que toi, t'apprends tout le temps, moi j'apprends tout le temps, et qu'il y a 3 mois, il y a 2 mois, je suis pas le même. Ça bouge parce que je fais aussi des expériences moi-même, donc on s'enrichit, on peut les transmettre de nouveau. Et c'est toujours très pertinent parce qu'on est toujours challengé par la vie, et le commitment, le fait d'être engagé vers soi, c'est un travail de toute une vie, quoi. C'est pas ça y est, j'ai vu un coach, je suis nickel, oh trop bien. Et puis voilà, la vie elle nous remet devant nous les failles, quoi, parce que normal, il y a des failles, faut travailler, faut avancer. Ouais, complètement. Se sentir bien, quoi. C'est ça. Et j'adore ce que tu dis, et j'adore tes mots aussi, l'équilibre entre progrès et gratitude, les pistes solutions. Et qu'est-ce que tu as comme émotion dominante ? C'est vrai, comment tu te sens chaque jour, c'est la meilleure clé, c'est tes messagers pour savoir où tu en es dans ton épanouissement, dans ta joie de vie, quoi. Ta vie, c'est la somme de tes émotions. Et enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que je dis, que j'utilise. J'aime bien que tu les aies notés, et c'est vrai que c'est un peu ma marque de fabrique. J'aime bien. Chacun a son univers, et le tien il est chouette aussi, et ça parle clairement, quoi. Et moi ça enrichit aussi le mien, donc merci. Déjà 51 minutes, mon cher Pierre. Incroyable, j'ai causé. Hein. C'est le but, c'est pour ça que je t'invite. J'aimerais, pour terminer tranquillement, te tirer une autre carte, mais cette fois, ça sera plus les questions. Ça sera soit un mot, soit une photo. Laquelle tu veux pour ouvrir le champ et terminer cette interview ? J'ai tout de suite envie d'aller vers le mot parce que je trouve ça plus facile, mais du coup je vais aller vers la photo. J'ai choisi la facilité au début en choisissant une question. On va aller vers l'image. Comment est-ce que je peux prêcher, d'oser et de faire des choses si moi-même en live en direct. Bien joué, bravo. Et pour cet élan, et donc on va demander aux cartes de nous partager un message pour toi, Pierre, à transmettre. Enfin, il va te parler à toi, mais que tu vas aussi transmettre du coup aux personnes qui regardent cette interview, puis à moi également. Est-ce que c'est OK pour toi ? Bien sûr. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à transmettre ? L'enfant intérieur qui dit mais comment ça ? Je suis jamais à ma place. Tu vas voir. Et tu me dis stop quand tu veux. Stop. Alors, tu vas décrire cette photo et tu vas me dire ensuite ce qu'elle t'inspire. Ouais, j'adore. Qu'est-ce que tu vois ? Alors, décris-la juste pour ceux qui écoutent en audio. Pour ceux qui écoutent en audio, je vois un homme de couleur, âgé, avec une chemise, qui met ses 2 mains retournées face à ses 2 yeux. Elle est belle, cette carte. Et qu'est-ce qu'elle t'inspire, Pierre, comme message ? Moi, ce qu'elle m'inspire, c'est je pense que on
on est avec deux mains, on est comme ça en fait. Je pense qu'on est avec deux mains sur les yeux. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on est, on ne naît pas de nous-mêmes. On est avec l'éducation, qui est celle de la somme des expériences de nos parents. On est dans un pays qui a une culture, qui a des traditions. T'as certains pays qui vont imposer ta sexualité, ou du moins légalement. On vit dans une société avec une manière de faire, une manière d'être. Tout ce dans quoi tu grandis, à moins que t'aies l'environnement parfait qui va t'aider à savoir qui tu es, ne te donne pas les réponses. Entre guillemets, on appelle ça le conditionnement. Et que la seule manière de pouvoir se libérer, en partie bien sûr, parce qu'on sera toujours conditionné d'une certaine manière de ce conditionnement, et pour avoir des prises de conscience, pour savoir qui l'on est vraiment, c'est de prendre de l'espace pour se connecter à soi-même. Moi, c'était la révélation de ma vie. Toute ma vie, j'ai tout fait pour avoir absolument aucun espace pour savoir qui je suis. Si tu prends pas cet espace pour savoir qui tu es, tu vis dans une vie dans laquelle tu subis le regard des autres, dans laquelle être toi-même c'est dur, dans laquelle tu t'adaptes. Mais quand tu vis une vie dans laquelle tu t'adaptes pour faire plaisir, pour être aimé, ou alors dans une identité qui n'est pas la tienne à travers la colère et l'affirmation de soi alors que c'est pas toi-même, bah il y a quand même des personnes qui vont t'aimer. En tout cas, quand même des personnes qui vont te suivre, mais intérieurement, tu sais que c'est pas toi. Et donc intérieurement, tu sais que tu n'es pas aimé pour ce que t'es. Ça crée ce qu'on appelle un déséquilibre intérieur. Un déséquilibre intérieur, faut le compenser avec de la nourriture, de la bouffe, un travail dans lequel on... Exactement. Et un déséquilibre intérieur prolongé, ça vient créer de l'anxiété, éventuellement des états dépressifs, du burn-out, et des états de déséquilibre prolongé, ça amène malheureusement à la dépression et à voire pire encore. Et donc moi, si j'avais quelque chose à transmettre, ce serait que il y a un seul mot en fait. Quand t'as des prises, prendre de l'espace pour connecter à soi-même et avoir des prises de conscience, ça veut pas dire que tu vas être toi-même. Non, il y a un mot, on en a parlé, c'est le mot courage. Et en fait, on a tous dans notre vie, qu'on soit en situation d'adaptation, qu'on perçoit nous-mêmes, des prises de conscience, et il y a qu'un seul mot, c'est le mot courage. Et je lis un bouquin, il y a une citation qui disait si la peur frappe à ta porte et que tu ouvres, tu verras qu'il n'y a personne. C'est que la peur, il y a malheureusement qu'en s'y frottant qu'on peut percer l'illusion de danger. L'anxiété, c'est l'illusion d'un danger imminent, comme la panique, entre guillemets. Mais la seule manière pour accéder à une vie où on est nous-mêmes, où on s'aime, parce que quand t'es toi-même, tu fais des choses qui te rendent fier. Quand t'es toi-même, tu te regardes dans la classe et tu dis putain, je mérite de vivre, quoi. Et quand t'es toi-même, bah c'est inspirant. C'est ces gens qui dégagent des choses, c'est ces gens qui osent s'affirmer, qui osent dire oui, qui osent dire non. Et ces gens-là, bien sûr, ils sont critiqués, ils sont jugés parce que c'est différent. Mais c'est surtout des gens qui inspirent énormément de gens autour d'eux. Donc en fait, quand je suis moi-même, je m'aime et je suis aimé. C'est incroyable. Mais pour ça, il y a qu'un seul mot, c'est du courage. Et je viens de partager le thème de mon podcast qui va s'appeler Aventurier de la vie, parce que les gens qui arrivent à avoir ce courage, malgré un conditionnement très fort, je les appelle les aventuriers de la vie. Et pour moi, je me considère comme un humble aventurier de la vie, de ma vie en tout cas. Et je pense que tu en es un aussi, Julien. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est très chouette. C'est très très beau comme partage. Et oui, le courage. Il y a cœur dans courage. Et c'est vraiment le fait d'aller oser et de se dire, bon, allez, je fais ce pas, je fais ce podcast, je vais dire ce truc à cette personne, je vais dire ce oui, ce non, je vais faire ce pitch. J'y vais, mais parce que, au fond, je sais que ça m'appelle, quoi. Et c'est vraiment, vraiment beau. Et surtout, tu parlais de masque. Ouais, on est vraiment nous. Mais tu culpabilises beaucoup quand tu sens que t'es pas toi, en fait, et que t'es en train de jouer, d'avoir des amis, peut-être d'être super célèbre ou plein d'argent, mais c'est pas toi, en fait. Et qui suis-je? Qui suis-je? Et cette distance entre toi, pour moi, ton âme, et puis la personne que tu incarnes là sur Terre, plus elle grandit, plus ça dissonne à l'intérieur et ça fait du mal. Complètement. Donc le courage, vraiment, vraiment, vraiment. Tu parles d'argent et de succès. Je dis toujours que l'argent, c'est une complexité. Le succès, c'est une nouvelle variable de complexité dans une matrice. Et j'ai lancé un compte TikTok, j'ai eu 20 000 abonnés, je savais pas gérer ça. Donc est-ce que c'est bien ou pas? Bah non, parce que le matin je me réveille à 6h30 pour savoir combien d'abonnés j'ai. C'est pas du tout une vie que j'ai envie d'avoir. Donc c'est une complexité qu'à l'époque j'ai pas réussi à gérer. Donc est-ce que c'est bien? Bah tout est relatif, tout n'est que nuance. Et l'argent, avoir 5 millions, tous les gens qui gagnent l'auto, il y a 95% qui ont plus rien en 5 ans. C'est une complexité en fait. Est-ce que ça les a rendus plus heureux? Bah il y en a beaucoup que ça a rendu misérables. C'est pas ce que je le souhaite à personne, mais c'est un révélateur de ce qu'il y a à l'intérieur, et un révélateur très puissant que l'argent. Et j'aime bien cette phrase aussi de
En fait, si t'es pas heureux avec un café, tu seras pas tout autant heureux avec une Lamborghini, en fait. Donc, en fait, travaille ça, ta joie au quotidien. Et oui, si t'as de l'argent, bah, tu vas pouvoir l'amplifier, mais parce que tu sais où tu es. Tu es connecté au cœur. T'es pas connecté à tes blessures, à ce qui fait que il m'en faut plus, il m'en faut plus. Maintenant, je vais être milliardaire. Non, connecte-toi à pourquoi tu fais les choses. Et si t'es heureux face à, voilà, de la nature, à du rien, un café, bah, tu le seras aussi, oui, peut-être, plus amplifié, et tu pourras surtout impacter plus le monde. De tes partages, de tes savoirs, c'est moi vraiment ma raison d'être. Dire, ah oui, si j'ai d'argent, l'argent en plus, bah, c'est de l'impact. C'est un levier supplémentaire. Mais pas pour faire combler du vide. C'est clair, quoi. J'adore. Merci beaucoup, Pierre, pour tous tes partages. C'était trop bien. J'ai passé une super heure à tes côtés. Et je voudrais savoir comment tu repars de cet enregistrement avec moi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on te souhaite, Pierre, pour cette année? Avec quoi je repars? C'était trop cool. J'ai passé un super moment. C'était vraiment sympa. Je me sens bien. C'est drôle. Dans ma vie, j'ai écouté un podcast et j'ai répondu à 2 podcasts. Je pense qu'il serait. J'ai vraiment envie de trouver les bons podcasts. Tu m'en as envoyé quelques-uns. Mais non, je repars vide un peu. J'ai envie d'aller faire une balade, j'ai envie de prendre l'air, il fait beau à Barcelone. J'ai envie de processer ce bel échange avec toi. Et qu'est-ce qu'on me souhaite? Qu'est-ce que tu me souhaites? Qu'est-ce que vous me souhaitez tous, auditeurs bienveillants? Oui. Ouais, de la paix intérieure, je pense, du courage. On a beau être spécialiste du courage, on a tous besoin du courage pour avoir plus de clarté sur comment j'ai vraiment bien envie de développer cette année 2023. Et surtout du courage pour faire ce premier épisode de podcast qui me suit depuis longtemps. Allez. Et qui arrivera, on l'espère, au bon moment. On espère c'est génial. Au bon moment, toujours. Eh ben, génial. On te souhaite plein de courage justement pour cet épisode de podcast, pour y aller à fond et puis pour t'éclater et continuer dans ton aventure. Merci beaucoup, chères auditrices, auditeurs et spectateurs et spectatrices aussi, d'avoir regardé cet épisode numéro 9 avec Pierre Le Buant, coach. Alors, on disait consciousness coach sur Internet, mais vous voyez que Pierre, c'est un entrepreneur et c'est bien plus grand que juste une étiquette de coach, comme toutes les personnes que j'ai reçues, comme moi également. Donc, vous avez découvert tout son univers. Là, dans la description, vous avez son site internet, vous avez son Insta, son LinkedIn, vous allez plonger dans ses vidéos YouTube. Et puis, pareil pour moi, si vous voulez suivre aussi ce que je fais sur Insta, sur YouTube, continuez à nous suivre, à envoyer de l'amour et puis à suivre cette série que j'adore. Et là, j'ai un prochain enregistrement et c'est trop bien, j'adore, je continue. Et envoyez-moi vos coachs aussi ou des recommandations. Et puis, je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou nuit à toutes et tous. Ciao. Merci à toi, Julien.